19 décembre 1944. Une ancienne caserne de l'armée française reconvertie à Verdun. Les généraux les plus puissants du commandement allié étaient assis autour d'une table et aucun d'eux ne souriait. 3 jours plus tôt, plus de 200 000 soldats allemands avaient percé les lignes américaines dans la forêt des Ardennes. L'offensive avait totalement surpris les services de renseignement alliés. Les unités américaines étaient débordées, encerclées, anéanties. Dwight Eisenhower, commandant suprême des forces alliées, avait convoqué cette réunion d'urgence pour trouver un moyen d'arrêter la catastrophe. La situation était désespérée. La 101e aéroportée était encerclée à Bastogne. Si cette ville tombait, les blindés allemands pourraient couper en deux les armées alliées et potentiellement atteindre la côte. Eisenhower parcourut la table du regard et posa la question cruciale. Combien de temps faut-il à l'un d'entre vous pour attaquer vers le nord et dégager Bastogne? Le silence tomba dans la salle. Les généraux fixaient les cartes, calculant la logistique, les mouvements de troupes, les lignes d'approvisionnement, les distances, les conditions hivernales, le chaos du désengagement des unités déjà engagées au combat. Puis George Patton prit la parole. « Je peux attaquer avec 2 divisions dans 48 heures. » Les autres généraux se tournèrent vers lui et le dévisagèrent. Certains pensaient qu'il plaisantait, d'autres qu'il cherchait à se mettre en avant en faisant des promesses impossibles à tenir. 48 heures pour désengager 3 divisions du combat actif, faire pivoter toute une armée de 90 degrés, déplacer plus de 100 000 hommes et des milliers de véhicules dans la neige et le verglas, puis lancer une attaque coordonnée contre des positions allemandes solidement retranchées. C'était opérationnellement impossible. Tous les généraux présents le savaient. Mais Patton ne bluffait pas. Il ne cherchait pas à briller. Il était le seul dans cette pièce à avoir anticipé cette attaque, et il s'y préparait depuis 11 jours. 9 décembre 1944. 10 jours avant la réunion de Verdun, quartier général de Patton à Nancy, France. Le colonel Oscar Koch, prononcé Koch, entra dans le bureau de Patton avec une pile de rapports de renseignement qui allaient changer le cours de la guerre. Koch était le G2 de Patton, son chef du renseignement. Méticuleux, attentif aux détails et profondément inquiet. Depuis des mois, Koch suivait les mouvements des unités allemandes sur tout le front occidental. Il avait remarqué quelque chose que personne d'autre ne semblait prendre au sérieux. 15 divisions allemandes avaient disparu. Ce n'étaient pas de petites unités. Il s'agissait de divisions à pleine puissance, dont plusieurs divisions blindées comptant des centaines de chars. Elles avaient été retirées du front et déplacées quelque part, mais le renseignement allié ne les retrouvait pas. Au quartier général suprême, chef, on avait une explication. Les Allemands gardaient ces divisions en réserve pour réagir à une percée alliée. Rien d'inquiétant. Koch n'y croyait pas. Il connaissait les habitudes allemandes. La Wehrmacht ne conservait pas 15 divisions en réserve simplement pour réagir. C'était une force offensive, suffisante pour lancer une grande attaque. Koch étala ses cartes sur le bureau de Patton et désigna la forêt des Ardennes, le secteur le plus faiblement défendu, où les divisions américaines étaient étirées sur des kilomètres. « Mon général, je pense que les Allemands préparent une importante contre-offensive. La cible est ici, les Ardennes. » Patton examina les cartes pendant que Koch exposait ses arguments. Les Ardennes étaient le point le plus vulnérable de la ligne alliée. 4 divisions américaines tenaient un front qui aurait dû en nécessiter 12. Le terrain était difficile, forêt dense, routes étroites presque impraticables en hiver. C'était précisément pour cela que le chef n'était pas inquiet. Le même terrain qui rendait la défense difficile rendait aussi l'attaque compliquée. Aucun commandant sensé ne lancerait une grande offensive dans ces conditions en décembre. Mais Koch rappela à Patton un précédent. En 1940, les Allemands avaient fait exactement cela. Ils avaient attaqué à travers les Ardennes et atteint la Manche en 6 semaines. C'était la campagne qui avait conquis la France. Koch avait d'autres indices. Augmentation spectaculaire du trafic radio allemand dans le secteur, interrogatoire de prisonniers mentionnant l'arrivée de nouvelles unités, rapports de civils locaux sur des mouvements inhabituels derrière les lignes allemandes. Patton posa une question directe. « Si vous avez raison, quand l'attaque aura-t-elle lieu ?» Réponse immédiate de Koch. « Dans les 2 prochaines semaines. » Patton décrocha le téléphone et appela Omar Bradley, son supérieur direct. Il lui exposa l'analyse de Koch. Bradley écouta, mais ne fut pas convaincu. Le renseignement du chef disait le contraire. La guerre était presque terminée. L'Allemagne était vaincue. Elle n'avait plus les moyens d'une grande offensive. Bradley dit à Patton de ne pas s'inquiéter. Patton raccrocha et regarda Koch. Il resta silencieux un long moment, puis donna un ordre. Commencez à planifier. Au cours des 10 jours suivants, l'état-major de Patton travailla dans le plus grand secret.
3 plans de contingence complets furent élaborés pour répondre à une offensive allemande dans les Ardennes. Chaque plan était minuté à la minute près. Itinéraire des camions calculés, carburant prépositionné, batterie d'artillerie désignée pour un redéploiement rapide, unités d'infanterie affectées à des routes et points de rassemblement précis. Les plans couvraient toutes les éventualités. Si l'attaque allemande venait de telle direction, la 3e armée exécuterait le plan A. D'une autre direction, plan B. Si la situation exigeait autre chose, plan C. L'état-major de Patton pensait que son général avait perdu la raison. La 3e armée était engagée dans des opérations offensives dans la région de la Sarre. Elle avançait vers l'Allemagne. Pourquoi planifier une urgence défensive à 160 km au nord? Parce que Patton faisait plus confiance à Oskar Koch qu'au chef. Le 12 décembre, Patton réunit ses commandants supérieurs. Il leur ordonna d'être prêts à se désengager sur très court préavis. Il ne leur dit pas pourquoi. Il se contenta de leur demander d'être préparés. Ses officiers échangèrent des regards. Se désengager alors qu'ils étaient en train de gagner? Mais ils étaient des soldats de Patton. Ils obéirent. Le 15 décembre, la 3e armée était la seule grande formation américaine à disposer de plans de contingence pour les Ardennes. Toutes les autres unités alliées restaient concentrées sur leur propre secteur, convaincues que la guerre serait terminée avant Noël. 5h30, 16 décembre 1944. L'artillerie allemande tonna sur un front de 130 km. Des milliers d'obus s'abattirent sur les positions américaines. Puis vint l'infanterie, puis les chars. 3 armées allemandes, plus de 200 000 hommes, déferlèrent sur 4 divisions américaines. Les Américains étaient en infériorité numérique d'environ 4 contre 1. Des unités qui se reposaient dans un secteur calme se retrouvèrent soudain à lutter pour leur survie. Les lignes de communication furent coupées. Les commandants perdirent le contact avec leurs troupes. Au quartier général du chef, les premiers rapports furent considérés comme une simple contre-attaque locale. Il fallut des heures pour que l'ampleur du désastre devienne évidente. Chez Bradley, ce fut l'incrédulité. Cela ne pouvait pas arriver. Voilà la version française complète et corrigée du texte que vous avez fourni. Si vous souhaitez, voici la suite et la fin de votre script, traduite en français, avec les corrections des fautes d'orthographe et une adaptation fluide pour conserver le ton narratif dramatique. Le renseignement avait assuré à tous que les Allemands étaient finis. La 106e division d'infanterie, fraîchement arrivée et positionnée dans les Ardennes pour une introduction tranquille au combat, fut pratiquement anéantie. 2 régiments entiers se rendirent. Ce fut la plus importante reddition massive de troupes américaines sur le théâtre européen. Mais au quartier général de la 3e armée, la réaction fut différente. Patton reçut les premiers rapports et convoqua immédiatement son état-major. Il regarda Oskar Koch. « Vous aviez raison. Quel est leur objectif ?» Koch étudia les rapports qui affluaient. « Bastogne. Ils ont besoin du carrefour routier, puis Anvers. » Patton hocha la tête. « Passez-moi le général Gay. Nous exécutons les plans de contingence. » Pendant que tous les autres quartiers généraux américains s'affolaient pour comprendre ce qui se passait, Patton donnait déjà des ordres. La 3e armée commença à se désengager des combats dans la région de la Sarre. Les autres généraux mettraient 3 jours à décider comment réagir. Patton, lui, avait déjà tout décidé 11 jours plus tôt. Le 19 décembre, la réunion d'urgence. Eisenhower avait convoqué tous les hauts commandants du théâtre d'opération. La situation était sombre, mais Eisenhower ouvrit la séance par une déclaration qui en surprit certains. La situation actuelle doit être considérée comme une opportunité pour nous et non comme un désastre. Il n'y aura que des visages sereins autour de cette table. Eisenhower comprenait une chose essentielle. L'armée allemande était sortie de ses positions défensives. Elle était exposée. Si les Alliés réagissaient assez vite, ils pouvaient transformer la catastrophe en victoire. Mais réagir vite était précisément le problème. Toutes les unités étaient au mauvais endroit. La logistique pour tout inverser semblait impossible. C'est alors qu'Eisenhower posa sa question. Combien de temps faut-il à l'un d'entre vous pour attaquer vers le nord et dégager Bastogne? Le silence s'étira. Les généraux regardaient leurs cartes, calculaient les distances. Puis Patton prit la parole. Je peux attaquer avec 2 divisions dans 48 heures, 3 divisions dans 72 heures. La salle se figea. Patton était connu pour ses promesses audacieuses, mais celle-ci semblait dépasser l'audace. Elle semblait délirante. Eisenhower insista. « George, ce n'est pas le moment de fanfaronner. La 101e aéroportée est encerclée. Si nous promettons un secours que nous ne pouvons pas fournir, ces hommes mourront. » Patton ne s'y a pas. « Hic, j'ai déjà donné les ordres.
La troisième armée est en train de se désengager. J'ai 3 plans de contingence prêts. J'attendais cette attaque depuis 11 jours. Les autres généraux le dévisagèrent. L'avoir anticipé? Comment Patton avait-il pu prévoir ce qui avait totalement surpris le chef? Eisenhower observa Patton longuement. Il le connaissait depuis des décennies. Il savait quand Patton bluffait et quand il était sérieux. Patton était sérieux. Très bien, George. Allez-y. Patton quitta la réunion de Verdun et passa un seul coup de téléphone. Il joignit son chef d'état-major au quartier général de la troisième armée. Le message fut bref. Plaît-balle. Ces 2 mots activèrent les plans de contingence préparés 11 jours plus tôt. En quelques minutes, les ordres circulèrent dans tout le réseau de communication de la troisième armée. La 4e division blindée commença à se diriger vers le nord. La 26e division d'infanterie suivit. La 80e division d'infanterie se prépara à se désengager et à se redéployer. Les convois de camions prépositionnés commencèrent à embarquer les troupes. Les batteries d'artillerie se déplacèrent vers de nouvelles positions. Les dépôts de ravitaillement passèrent du soutien d'opérations offensives au soutien d'une attaque de secours vers Bastogne. Plus de 133 000 véhicules allaient circuler sur des routes enneigées, verglacées et étroites. Les lignes d'approvisionnement orientées vers l'est furent réorientées vers le nord. Des unités qui combattaient ce matin-là se retrouveraient au combat à 160 km de là en quelques jours. Les autres armées alliées regardaient cela avec stupeur. Elles essayaient encore de comprendre ce qui se passait dans les Ardennes. La troisième armée, elle, réagissait déjà. Chaque itinéraire avait été planifié, chaque éventualité envisagée, chaque cage de ravitaillement positionnée. Patton n'accomplissait pas un miracle. Il exécutait un plan. Le mouvement commença dans la nuit du 19 décembre et se poursuivit sans interruption. Imaginez faire pivoter une armée, pas un bataillon, une armée entière. Plus de 100 000 hommes, des milliers de chars, de camions, de pièces d'artillerie, tout se déplaçant simultanément, tout arrivant au bon endroit au bon moment. Le temps était impitoyable, neige, verglas, température glaciale. Les véhicules tombaient en panne, les hommes souffraient d'engelures. Mais le mouvement continua. Le 21 décembre, les éléments de tête de la 4e division blindée étaient en position. Ils avaient parcouru plus de 160 km en moins de 48 heures, dans les pires conditions hivernales depuis des décennies, tout en se désengageant du combat. Le 22 décembre, la 3e armée attaqua. La 4e division blindée fonça vers le nord en direction de Bastogne. Les combats furent acharnés. Les forces allemandes avaient établi des positions défensives sur chaque approche de la ville encerclée. Chaque kilomètre fut disputé. Des batailles de chars éclatèrent dans les champs gelés. L'infanterie combattit dans les forêts et les villages. À l'intérieur de Bastogne, la 101e aéroportée tenait bon, à court de munitions, de nourriture, de matériel médical. Le 22 décembre, les Allemands exigèrent leur reddition. Le brigadier général Anthony Emsoliff envoya sa célèbre réponse en un seul mot. Nut. N'importe quoi. Les parachutistes ne se rendaient pas. Ils savaient que le secours arrivait. 26 décembre 1944, 16h50. Le premier lieutenant Charles Bogues, commandant le char de tête Cobra King, perça les dernières positions allemandes à Hasnois. Son char entra en contact avec des éléments de la 101e aéroportée. Le siège était levé. Patton reçut la nouvelle et appela immédiatement Eisenhower. Nous avons percé jusqu'à Bastogne. Le couloir de secours était étroit. Les forces allemandes attaquaient continuellement les flancs, mais la 3e armée tint bon. Cette nuit-là, les convois de ravitaillement entrèrent dans Bastogne. Munitions, nourriture, matériel médical. La 101e aéroportée avait tenu 8 jours contre des forces largement supérieures. Désormais, elle avait ce qu'il fallait pour continuer le combat. La bataille des Ardennes dura encore un mois. Les Allemands n'atteignirent pas leurs objectifs stratégiques, mais ils infligèrent de lourdes pertes. Plus de 19 000 Américains tués, plus de 47 000 blessés, 23 000 capturés ou disparus, la bataille la plus sanglante que l'armée américaine ait connue durant la Seconde Guerre mondiale. Mais les pertes auraient été bien plus élevées sans le secours de Bastogne par Patton. Si la 101e aéroportée avait été submergée, si les Allemands avaient pris ce carrefour routier, l'offensive aurait peut-être réussi à couper en deux les armées alliées. L'échec du renseignement hanta le commandement américain. Comment plus de 200 000 soldats allemands avaient-ils pu obtenir une surprise totale? Comment 15 divisions avaient-elles pu disparaître sans que personne ne s'en rende compte? La réponse était simple et accablante. Quelqu'un l'avait remarqué. Oscar Kos avait suivi ces divisions. Il avait prédit l'offensive. Il avait identifié la cible.
Mais le chef avait rejeté son analyse. La pensée dominante voulait que l'Allemagne soit vaincue. Une grande offensive était impossible. Seul Patton avait écouté. Seul Patton s'était préparé. Et quand l'attaque arriva, seul Patton était prêt. Après la guerre, les officiers du renseignement allié interrogèrent les commandants allemands capturés sur la planification de l'offensive des Ardennes. Les Allemands s'attendaient à atteindre la Meuse en 4 jours. Ils pensaient prendre Anvers en 2 semaines. Ils tablaient sur une réponse américaine lente, confuse, désorganisée. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était George S. Patton. Les commandants allemands reconnurent que la contre-attaque de Patton avait bouleversé tout leur calendrier. La rapidité de la réponse de la 3e armée les avait choqués. Ils avaient calculé qu'il faudrait aux Américains au moins 1 semaine pour monter une contre-offensive sérieuse. Patton l'avait fait en 4 jours. Le général Günther Blumentritt, qui fut chef d'état-major von Rundstedt, écrivit dans une étude d'après-guerre que Patton était le général blindé le plus agressif des Alliés. Le général Hasso von Manteuffel, qui commandait la 5e armée blindée dans les Ardennes, fut plus précis. Nous savions que Patton réagirait vite. Nous ne savions pas qu'il s'était préparé à notre attaque. Quand sa contre-offensive nous a frappés, nous avons compris que quelqu'un côté américain avait anticipé exactement ce que nous allions faire. Ce quelqu'un était Oskar Koch, mais il travaillait pour George Patton, et cela changea tout. George Patton ne reçut aucune médaille pour le secours de Bastogne, aucune distinction particulière. Les histoires officielles louèrent la performance de la 3e armée, mais mentionnèrent rarement les 11 jours de préparation qu'il avait rendus possibles. Oskar Koch resta largement inconnu en dehors des cercles du renseignement militaire. Sa prédiction de l'offensive des Ardennes, l'une des analyses de renseignement les plus précises de la guerre, fut éclipsée par le grand récit de la surprise et du redressement. Mais dans l'armée, la leçon était claire. Le renseignement ne vaut quelque chose que si les commandants agissent en conséquence. La préparation ne fonctionne que si les chefs font confiance à leur planificateur. L'échec du renseignement du chef n'était pas une question d'incompétence. C'était une question d'hypothèse. Les analystes avaient décidé que la guerre était presque terminée. Ils interprétaient chaque élément à travers ce prisme. Oskar Koch avait abordé l'épreuve différemment. Il n'avait pas supposé que la guerre était finie. Il avait demandé ce que les preuves montraient réellement. Mais avoir un bon renseignement ne suffisait pas. D'autres commandants avaient reçu l'analyse de Koch. Bradley avait été briefé. Le chef avait vu les rapports. Tous les avaient rejetés. Patton, lui, ne les avait pas rejetés. Il avait fait confiance à son officier de renseignement. Il s'était préparé à l'éventualité que Koch ait raison et que tous les autres se trompent. À la réunion de Verdun, les autres généraux avaient regardé Patton avec incrédulité quand il avait dit « 48 heures ». Ils pensaient qu'il fanfaronnait. Il ne fanfaronnait pas. Il leur disait simplement quelque chose qu'ils auraient dû savoir eux-mêmes. La bataille des Ardennes fut un échec du renseignement au plus haut niveau, mais aussi l'histoire d'un général qui écouta quand personne d'autre ne le fit. C'est pourquoi Patton fut le seul général prêt pour la bataille des Ardennes. Pas parce qu'il avait de la chance, pas parce qu'il était téméraire, mais parce qu'il était préparé. Et en guerre, la préparation, c'est tout. Voilà la traduction complète de la seconde partie. Le script entier est maintenant en français, cohérent et prêt à l'emploi.